Il est 20h, c'est l'heure du rattrapage. Une demi-heure ensemble pour décrypter les temps forts de l'actualité de la semaine en Nouvelle-Aquitaine. Pour nous accompagner tout au long de cette émission, Yann Bubien, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général du CHU de Bordeaux. Merci de votre présence. Alors avec vous, nous reviendrons sur cette semaine toujours marquée par la Covid-19. Mais avant cela, je vous propose de commencer avec ce clin d'œil. Regardez, depuis quelques jours, les touristes belges choisissent la Creuse pour leurs vacances. C'est le seul département français où ils peuvent se rendre sans restriction. Un reportage que nous découvrirons un peu plus tard, car tout de suite, direction la Gironde, classée en zone d'alerte renforcée. Dans la métropole bordelaise, de nouvelles restrictions entreront en vigueur lundi. Le point sur la situation. À partir de lundi, les bars devront fermer à 22h, l'une des restrictions supplémentaires décidées par la préfète. En effet, la Gironde est en alerte renforcée et cet établissement de Mérignac, bar-restaurant, est concerné. Hier, il recevait encore plus d'une centaine de clients. L'organisation sera modifiée. Pour nous, c'est catastrophique en termes de chiffre d'affaires, en termes de personnel aussi, pour la partie sociale, parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de contrats qui vont être à l'arrêt. On va passer de 48 personnes à 23-24. Je suis aussi très étonnée de cette mesure soudaine, parce que nous avions travaillé de concert localement avec les élus locaux, avec notamment la préfecture de Gironde, le syndicat d'hôtellerie-restauration. Justement, le syndicat UMI 33, qui regroupe plus de 1000 entreprises indépendantes dans le département, souligne l'absence de concertation et le manque d'informations pour les restaurants. On n'a pas le détail exactement des mesures. Si on avait été concerté un petit peu avant, ça nous aurait évité le feu dans le standard. Voilà. Mais au-delà de ça, voilà, nous sommes un acteur obligatoire, nécessaire pour lutter efficacement contre ce fléau qui aujourd'hui tue parce que le Covid tue, mais demain, ce seront des entreprises qui vont fermer. La série de restrictions touche aussi les salles de sport, les salles de fête et la limitation des regroupements privés à 10 personnes dans l'espace public. Yann Bubien, ce sont les mesures les plus strictes prises depuis le déconfinement. Est-ce que ça va suffire à freiner la circulation du virus ? En tout cas, ça va y participer grandement parce qu'on le voit bien, il y a eu pendant l'été un relâchement des gestes barrières en Gironde, ce qui a fait que fin août et début septembre, on a vu tous les signaux rouges en Gironde et notamment sur la métropole bordelaise, ce qui fait qu'on a eu une augmentation du nombre d'hospitalisations, du nombre de personnes qui sont entrées en réanimation. Très clairement, il faut relancer les gestes barrières. Il faut que chacun se protège pour protéger les autres et notamment pour protéger les plus fragiles. Alors pour rappel, le CHU de Bordeaux avait pris en charge le tout premier patient Covid de France. C'était le 24 janvier dernier. Aujourd'hui, quelle est la situation dans votre CHU ? Vous avez raison de le rappeler, depuis le 24 janvier dernier, nous avons accueilli environ 700 patients Covid en hospitalisation au CHU de Bordeaux. Aujourd'hui, je viens de faire le point avec la cellule de crise, on a 95 patients hospitalisés Covid, dont 22 en réanimation. Vous venez de parler de cellule de crise, vous l'avez réactivée il y a peu. Elle consiste en quoi ? Vous vous réunissez chaque matin, c'est ça ? Exactement, c'est une cellule de crise qui se réunit tous les matins avec l'ensemble des chefs de service qui sont concernés. Et chaque matin, nous décidons des mesures que nous souhaitons prendre pour les jours qui viennent, de manière à, par exemple, ce matin, nous avons mis davantage de personnel en gériatrie parce qu'il y a davantage de personnes de plus de 75 ans qui sont actuellement touchées. Et il fallait renforcer ce service. Dans la région, il y a le CHU de Bordeaux que vous dirigez, mais également ceux de Limoges et de Poitiers. Êtes-vous prêt si la situation s'aggrave ? Oui, nous sommes prêts au CHU de Bordeaux pour faire face à toute situation, évidemment. Je vous le disais, la cellule de crise, elle est là chaque matin, elle se réunit et elle étudie exactement les chiffres de la journée et nous mettons les moyens en conséquence. Tout le CHU de Bordeaux s'est organisé. Aujourd'hui, on connaît mieux aussi l'épidémie, on connaît mieux le virus par rapport à la première vague du printemps dernier. On a appris beaucoup de choses, on fonctionne beaucoup mieux dans la prise en charge,
sur les médicaments, Vous avez en tiré réanimation. des enseignements de la première crise. Beaucoup d'enseignements ont été tirés de la première vague. Par exemple, en réanimation, on gardait des patients pendant 3 semaines. Aujourd'hui, on les garde de 10 jours à 2 semaines. On a vraiment amélioré l'ensemble de la prise en charge. Aujourd'hui, on a des masques, on a des tests. On teste beaucoup au CHU de Bordeaux. Toutes les actions sont mises en œuvre pour faire face à cette épidémie. Et justement, vous discutez avec vos voisins des villes de Limoges et de Poitiers. Bien sûr, on discute avec tous les CHU de France, les 32 CHU français, mais surtout, évidemment, avec les 2 autres CHU de Nouvelle-Aquitaine, que sont Poitiers et Limoges. J'ai de très bons contacts avec mes homologues. Évidemment, on travaille ensemble et on peut s'entraider si cela s'avérait nécessaire. Mais aujourd'hui, ce qui compte, c'est d'avoir une action territoriale. L'action territoriale, elle se fait avec les autres hôpitaux publics de Gironde, mais également avec les cliniques privées. On a très bien travaillé au printemps dernier avec les cliniques privées, avec les médecins libéraux, avec les professionnels de santé libéraux, avec les hôpitaux privés et hôpitaux militaires, comme Robert Piquet à Bordeaux. Voilà, il faut qu'on s'engage territorialement, qu'on ait une action coordonnée. Alors on poursuit avec ce département placé en zone d'alerte. Il s'agit de la Haute-Vienne où le taux d'incidence dépasse les 50 cas pour 100 000 habitants. De nouvelles restrictions vont entrer en vigueur, mais avec quelles conséquences économiques? Reportage à Limoges. Ce passage en zone rouge tombe comme un couperet pour une filière déjà particulièrement touchée. Chez ce restaurateur-traiteur, les difficultés s'accumulent depuis mars. 2 mois et demi d'activité, 12 mariages annulés et une multitude d'événements culturels supprimés. Au total, 300 000 € de pertes. Je ne sais pas si on va pouvoir continuer à travailler. Et aujourd'hui, on a un petit peu la crainte, la boule au ventre surtout, et puis le dépit, parce qu'on nous a fermés pendant 2 mois et demi. On nous a dit vous n'avez pas le droit de travailler. On repart sur le sportif la semaine prochaine, normalement, avec le Limoges Hand. On attend 1000 personnes. Je ne sais pas si on pourra les faire. À partir de lundi prochain, tous les rassemblements festifs et familiaux privés de plus de 30 personnes sont donc interdits. Cela concerne notamment les mariages, communions, tombolas et anniversaires. Une mesure valable 15 jours et réévaluée si nécessaire. Cette fleuriste se dit très inquiète pour les prochaines semaines. Des mariages qui se sont reportés, qui se sont annulés, d'autres qui se sont faits mais en petit comité. Donc c'est vraiment très compliqué à gérer. C'est des achats qui ont été faits à l'avance, des choses qu'on a besoin d'organiser. Et là, ça nous pénalise beaucoup. C'est l'ensemble des acteurs de l'événementiel qui est concerné, fournisseurs compris. En Haute-Vienne, ce sont 2500 à 3000 salariés, sans compter les emplois indirects. D'où la colère froide de leurs représentants. Qu'on nous montre aujourd'hui s'il y a des clusters chez nous. Je pense qu'aujourd'hui, il vaut mieux que les gens soient dans nos établissements que non pas dans la rue. Parce que qu'est-ce qu'on s'aperçoit sur notre secteur? Les gens, ils sont dans la rue, le soir, ils sont dans la rue, ils sont dans les parcs, ou alors ils sont chez eux dans des appartements ou dans des caves. Et je crois que c'est là la propagation du virus qu'il se fait. Restaurateurs, traiteurs, hôteliers envisagent de mener une action dès le début de la semaine prochaine. Alors ce professionnel nous dit qu'il vaut mieux que les gens soient dans nos établissements plutôt que dans la rue. On sent qu'elles ont du mal à passer, ces restrictions. Oui, on peut le comprendre, parce qu'évidemment, ça a des conséquences économiques, notamment pour tout le secteur dont on vient de parler dans ce reportage. Néanmoins, on a besoin aussi, je vous l'ai dit, de relancer tous les gestes barrières. Et les gestes barrières, c'est se tenir à distance. Et parfois, c'est extrêmement difficile dans des lieux clos. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est porter son masque le plus souvent possible, et notamment dans les lieux où il y a beaucoup de monde. Et puis garder une distance, se laver les mains et faire très attention surtout aux personnes fragiles. C'est vrai que c'est difficile. Je pense qu'on peut avoir une vie normale tout en en adoptant ces gestes barrières et en les respectant le mieux possible. On sent qu'il y a un décalage entre la prise de conscience des professionnels de santé et le reste de la population. Je pense notamment à ce tweet de l'humoriste Nicolas Bedos. Il nous dit, voilà, vivez à fond, tombez malade, allez au restaurant. Nous devons désormais vivre, quitte à mourir. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je trouve ce tweet extrêmement égoïste parce que, évidemment, vous ne savez pas qui vous croisez dans la rue, au restaurant, dans un bar. Et il peut y avoir des personnes fragiles, il peut y avoir des personnes malades, il peut y avoir des personnes âgées. Et moi, je trouve que c'est extrêmement égoïste. Aujourd'hui, il faut protéger les autres. Se protéger soi-même, c'est aussi protéger les autres. Alors cette épidémie de Covid-19 a mis en lumière une autre problématique, celle des sous-effectifs en EHPAD. À Périgny, près de La Rochelle, la directrice d'un établissement peine à recruter. Elle tire aujourd'hui la sonnette d'alarme. Regardez.
La pression est permanente. Dans cet EHPAD, ils sont 50 salariés pour 70 résidents. On a toujours beaucoup de travail. On fait face à des situations d'urgence, parfois de manière quotidienne. Donc, effectivement, on a besoin de personnel, on a besoin d'être rassuré aussi quand on est dans l'équipe, d'être sûr qu'on aura assez de monde le lendemain, parce que sinon on réajuste au coup par coup. Alors la directrice tire la sonnette d'alarme. Avec d'autres établissements, elle a adressé un courrier au ministère de la Santé la semaine dernière. Pour recruter sur un poste, nous n'avons pas ou peu de candidatures. Et surtout peu de candidatures diplômées. C'est assez inquiétant. Pendant le Covid, il est indispensable que nous puissions renforcer les équipes parce que nous modifions nos organisations. Un cri de détresse, resté pour l'instant sans réponse. En attendant, l'EHPAD se tient prêt. En cas de Covid, c'est la personne infectée qui sera isolée et non plus l'établissement en entier. Des résidents soulagés, mais pas moins anxieux. On découvre tous les jours de nouveaux cas dans divers endroits du pays. Alors, ça inquiète. Comme tout le monde, oui, ça sera dur, mais si c'est comme ça, il faudra bien l'accepter. Pour les visiteurs, le protocole sanitaire a bien été intégré. Béatrice rend visite à sa mère une fois par semaine seulement. Sa chambre, c'est quand même pas évident d'être à deux avec le mari, de ne pas toucher les choses. Bon, j'ai toujours du gel et tout ça, mais ça me rassure, moi, et je sais que maman, elle aime bien être aussi à l'extérieur. Des mesures qui pourraient bien se renforcer à l'avenir. Au-delà de 3 cas positifs avérés, l'établissement devra fermer ses portes pendant 7 jours. Yann Bubien, vous, au CHU de Bordeaux, il y a une crainte à laquelle vous faites face, c'est le risque d'absentéisme des professionnels de santé. Sur vos 14 000 salariés, 300 ont été testés positifs à la Covid-19. Comment vous gérez cette situation ? Oui, vous avez raison, c'est une des principales difficultés que nous avons actuellement de ressources humaines. Effectivement, on a eu 300 personnels sur 14 200 au CHU de Bordeaux qui ont été testés positifs depuis 4 semaines. Qui sont revenus, certains au travail évidemment, mais ça crée des difficultés dans les services parce qu'il y a une éviction immédiatement. Les personnes contaminées restent chez elles de manière à ne pas disperser le virus dans les services. Et donc toute la difficulté aujourd'hui, c'est de faire tourner nos services dont on a besoin parce que l'hôpital accueille beaucoup de monde en ce moment. Il y a l'activité Covid bien sûr, mais il y a l'activité générale qui est bien présente parce qu'en plus en mois de septembre, octobre, on a une activité généralement assez forte dans les hôpitaux. Et par ailleurs, il y a eu beaucoup de déprogrammations pendant le printemps et donc beaucoup de gens qui aujourd'hui viennent à nouveau à l'hôpital se faire soigner, consulter, se faire opérer. Et donc la difficulté aujourd'hui, c'est d'avoir suffisamment de personnel, effectivement, pour pouvoir guérir, pour pouvoir soigner, pour pouvoir s'occuper de tous nos patients. Et comment vous anticipez ça justement ? Oui, c'est difficile. Là aussi, c'est une anticipation qui est compliquée parce qu'on ne peut pas remplacer tout le monde. Il y a des personnels qui sont extrêmement spécialisés et il est difficile de les remplacer au pied levé. Quels sont les secteurs difficiles ? Bien, par exemple, les soins intensifs, la réanimation, il est très difficile de remplacer du personnel absent. Mais bon, l'intérim existe, il y a des services qui aident, on a des possibilités d'aider les services, mais parfois c'est extrêmement compliqué. Alors on a encore du mal à cerner tous les contours de la Covid-19. Certains patients sont asymptomatiques, d'autres ont encore du mal à s'en débarrasser. C'est le cas de Patricia Bordas, ancienne sénatrice de Corrèze, que notre équipe a rencontrée à Brive-la-Gaillarde. C'est une figure de la vie politique corrézienne qui, à 63 ans, a vu sa vie basculer. Maux de tête, douleurs musculaires et toux sèche, Patricia Bordas a contracté la Covid-19 le 15 avril dernier. Depuis, certains symptômes subsistent. Je peux passer une journée où je suis obligée de rester assise, où j'ai en fait une fatigue générale. C'est un vrai ressenti que j'ai. Je n'ai pas de douleur, je n'ai plus de douleur. Je n'ai plus de maux de tête. J'ai retrouvé mon goût, j'ai retrouvé mon odorat. Une guérison qui se fait attendre. Patricia Bordas a, selon ses propres mots, dû accepter de vivre avec le coronavirus. On ne sait pas tout sur l'évolution de ces choses-là, parce que c'est encore une maladie très récente, c'est un virus qui est encore nouveau, donc il ne faut pas dire de bêtises. Mais en tout cas, c'est observé dans le monde entier, sur tout type de population, donc ça existe, c'est clair.
Voilà. Hein, on ne peut pas dire à ces gens-là qu'ils n'ont rien et que c'est dans la tête, c'est pas vrai. Et si Patricia Bordas témoigne aujourd'hui, c'est qu'elle souhaite faire passer un message. Protégez-vous. Je veux dire que la Covid est toujours présente. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Et franchement, ça vous fout en l'air quand même pendant des mois. La Corrèze fait partie des 41 départements classés en niveau de vulnérabilité modérée par Santé publique France. Yann Bubian, on le voit, des symptômes persistants. Cela concerne 5 à 10% des patients. C'est l'un des sujets sur lesquels vous travaillez au service infectiologie du CHU de Bordeaux. Oui, et pas seulement. Dans beaucoup de nos services, nous travaillons sur les suites après Covid, parce qu'effectivement, ce qui est décrit dans le reportage est parfaitement vrai. Beaucoup de personnes qui ont été touchées par le Covid en subissent des effets à moyen et à long terme. Alors, pas seulement des effets physiques, mais aussi des effets psychologiques, des effets psychiatriques. Et aujourd'hui, il faut travailler sur tous ces aspects. Et c'est ce que nous faisons avec nos différents services du CHU de Bordeaux, à la fois en soins de suite, en rééducation, en réadaptation, mais également, par exemple, dans notre centre universitaire du sommeil, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de sujets d'anxiété, des sujets de sommeil, des difficultés psychologiques qu'il faut traiter. Est-ce qu'il y a des pistes qui se dégagent de toutes ces études ? Des pistes, oui, il y en a de nombreuses, mais on voit qu'on a besoin d'un suivi à moyen terme de toutes les personnes qui ont été touchées, parce qu'il y a des conséquences qu'on n'avait pas forcément vues au tout début. Et comme le disait cette sénatrice, on peut être guéri, ne plus ressentir de douleur et pourtant avoir une physique importante et ressentir encore des effets négatifs de cette Covid. Alors c'est un virus, vous le dites, qu'on appréhende peu à peu et qui a connu dès le début son lot d'idées reçues. Je pense notamment à cette hypothèse qui disait que les jeunes seraient peut-être moins touchés par la maladie. Les chiffres de Santé publique France prouvent le contraire. Au CHU de Bordeaux, par exemple, 4 mineurs étaient en réanimation cette semaine, dont 2 enfants de moins de 9 ans. Les plus jeunes apprennent donc à respecter les gestes barrières, que ce soit à l'école ou lors d'activités physiques. Exemple avec ce reportage à Limoges. Ok les gars, allez on frotte bien les mains, dessus. Nouveau rituel pour ces jeunes rugbymen. Du haut de leurs 5 ou 6 ans, ils doivent se désinfecter les mains avant de commencer la séance. C'est le plus important. Ouais. Qu'est-ce qui est le plus important? Se laver les mains. On risque d'avoir un coup noir à vous. Difficile de mener un entraînement sans rapprochement physique, quand le rugby est avant tout un sport de contact. Mais il a fallu adapter un peu le programme. Pour les tout petits, on a plusieurs objectifs de progression qui sont un peu la maîtrise du ballon et l'aisance gestuelle. Et on a toute une partie combat qu'on traite souvent par des jeux un peu de lutte. Là, pour l'instant, on ne les a pas encore introduits dans le jeu. Changement de décor et toujours les mêmes règles à respecter. Avec les nouvelles mesures de sécurité, on doit faire ça pour monter sur le tatami. Les vestiaires fermés, les jeunes doivent venir en kimono. Les parents comme l'entraîneur doivent rester masqués pendant toute la durée de la séance. Mais sur le tatami, difficile de garder ses distances. C'est un sport de combat, c'est un sport de contact et donc on ne peut pas y échapper, non, à aucun moment. Si un cas de Covid est déclaré, le club a un protocole strict. On a un cahier où on marque les présences, comme il y a 40 ans quand j'ai commencé le judo. Donc on revient un peu à l'ancienne. Et comme ça, on sait qui est là et les accompagnateurs également, les parents qui viennent amener leurs enfants. Depuis la rentrée, la SPTT enregistre une légère baisse de ses licenciés, certainement liée à l'épidémie. Il faudra attendre quelques semaines pour savoir si elle se confirme ou non. Yann Bubian, au total, en France, 8 enfants de moins de 9 ans sont actuellement en réanimation. Je le disais précédemment, 4 mineurs sont en réanimation au CHU de Bordeaux. On voit bien que l'épidémie touche tout le monde. Oui, vous avez raison, c'est une épidémie transgénérationnelle qui touche tout le monde. Effectivement, nous avons eu 4 enfants hospitalisés pour Covid cette semaine au CHU de Bordeaux, 2 en réanimation et 2 en hospitalisation. Aujourd'hui, on n'en a plus que 2 qui sont hospitalisés, mais ça touche tout le monde. Alors certes, les plus jeunes ont moins de symptômes, les cas sont moins graves en général. Les cas sont moins graves en général, mais néanmoins,
Tout le monde est touché. D'ailleurs, les 20-30 ans sont 9 fois plus touchés en Gironde que les autres catégories de la population. Même si on voit depuis quelques jours que les personnes qui sont les plus touchées et qui ont les formes les plus graves sont des personnes de plus de 75 ans. On ne peut pas dire qu'on peut y échapper. Tout le monde est concerné par cette épidémie. Tous les signaux sont au rouge aujourd'hui. Les signaux, malheureusement, sont plutôt rouges en Gironde et sur la métropole bordelaise. Ce n'est pas alarmant, mais c'est inquiétant et il faut être vigilant. Ce que je veux vous dire là, c'est ça, c'est qu'il faut être très vigilant, respecter les gestes barrières et essayer de revenir à de bonnes pratiques de manière à ne pas répandre ce virus. Vous venez de le dire, il y a 9 fois plus de cas de Covid chez les 20-30 ans que dans le reste de la population. Quel scénario se dessine avec cette population, avec ces âges-là ? Eh bien, c'est une question de pédagogie, d'éducation. Il faut qu'on répète sans arrêt que les gestes barrières, ça existe, que, encore une fois, ça sert à se protéger, mais ça protège surtout les autres et ça protège surtout les plus faibles. Alors, l'épidémie de Covid a poussé les Français à privilégier l'Hexagone pour leurs vacances d'été. C'était peut-être votre cas ? Ben oui, c'était mon cas. Cet été, je suis parti dans le Pays Basque et puis en Dordogne. Vous n'auriez peut-être pas forcément fait ces choix-là s'il n'y avait pas eu l'épidémie ? Le Pays Basque, j'y vais tous les ans en vacances, voilà. Alors, les Français ne sont pas les seuls à avoir choisi de se mettre au vert. Je vous le disais en début d'émission, les touristes belges plébiscitent la Creuse. En France, c'est la seule destination où ils peuvent se rendre sans restriction. Regardez ce reportage. La Creuse résiste encore et toujours au virus envahisseur et ça lui vaut un afflux inattendu de touristes belges. Comme ces 2 couples de motards venus de la région de Liège, interdits de séjour dans le Gers classé rouge, ils ont dû au dernier moment choisir la Creuse. On a l'occasion de visiter une région où on faisait que de passer finalement. On a l'occasion de la visiter un peu plus en profondeur, donc c'est toujours agréable. Hier au château de Villemonté, aujourd'hui à Toul-Sainte-Croix, demain à Aubusson, ils ne sont pas déçus. On n'a pas encore fini, donc on va encore apprécier. Oui, la table, entre autres. Ouais. Les petites routes, oui. Et puis alors le peu de monde, évidemment, ça c'est un avantage pour nous. La Creuse étant le seul département autorisé, un hebdomadaire belge parmi les plus sérieux en a donc fait la publicité pour guider ses ressortissants de Vassivière jusqu'à Crozant. Du coup, gîtes, chambres d'hôtes ou hôtels se frottent les mains et font le plein. On en a eu en séjour que les autres années, on n'avait pas de gens en séjour, c'était du passage les Belges. Alors que là, même la semaine prochaine, on a 3 chambres, c'est des Belges encore qui viennent pour faire du vélo. Donc si on peut avoir une deuxième saison grâce aux Belges, ça serait bien. Jusqu'à présent, les Belges ne représentaient qu'une petite part de la fréquentation touristique. Ces réservations inattendues sont donc une aubaine pour les professionnels qui travaillent depuis des années à conquérir cette clientèle. Ce qu'on remarque aussi, c'est que ce qui est difficile pour la Creuse, c'est de faire venir les clients la première fois. Une fois qu'ils sont venus, ils sont conquis et ils reviennent. Ils ont plutôt tendance à avoir un discours sympa par rapport à notre destination auprès de leurs amis et de leur famille. Du coup, voilà, ça génère un buzz positif et donc nous, ça nous fait une belle notoriété. Et justement, les premiers retours sont positifs. La Creuse semble avoir conquis les Belges et ce n'est pas une blague. Beaucoup envisagent déjà d'y revenir. Nous sommes toujours sur le plateau de 20h, le rattrapage en compagnie de Yann Bubien, directeur général du CHU de Bordeaux. On l'a vu depuis le début de cette émission, l'actualité de la semaine dans notre région a été fortement marquée par l'épidémie de Covid-19, mais aussi par ce phénomène météorologique avec cette tornade qui a balayé l'île d'Oléron mercredi dernier. Vous allez le voir, les images sont assez spectaculaires. Au lendemain du passage de la tornade, l'heure est au nettoyage et au recensement des dégâts. Pour ce couple arrivé il y a tout juste un an dans cette maison neuve, la liste est longue. J'ai vu le portail levé sur 3-4 mètres de haut qui s'est déplacé sur 20 ou 30 mètres. Vous voyez la distance entre l'entrée et puis ici. Et après, des tuiles qui volaient dans tous les sens, des tuiles, des tôles. Un phénomène aussi soudain que violent. La tornade s'est formée hier après-midi vers 16h30 aux abords de grands villages, puis a traversé le sud de l'île jusqu'au continent, balayant tout sur son passage. Le château d'Oléron, Port des Barques ou encore Fourras, avec des vents à plus de 120 km/h, les dégâts sont immenses. Tuiles soufflées, arbres arrachés ou encore voitures renversées. Dès hier soir, les habitants touchés étaient abasourdis, comme Régis Germain. Son jardin est dévasté. Un vacarme d'enfer. Là, on a eu l'impression que la maison se soulevait. D'ailleurs, les cloisons ont été déplacées. Tout a bougé dans la maison, quoi, en fait. En tout, des dizaines d'habitations sont touchées au château d'Oléron.
En centre-ville, cette maison de retraite n'a pas été épargnée non plus par la tornade, tout comme cette crèche qui restera fermée. Se pose le problème de la crèche. La crèche, elle, a beaucoup souffert de la tempête avec une toiture qui a été dévastée. Donc on pense bien trouver une solution alternative, notamment dans un centre de classe de mer, colonie de vacances, qui est fermé aujourd'hui. Ce matin et toute la journée, une quarantaine de pompiers étaient encore à pied d'œuvre afin d'aider les sinistrés. Accompagnés d'équipes venues en renfort de Charente, l'urgence est à la protection des toitures, d'autant qu'un nouveau coup de vent est annoncé. Yann Bubien, cette émission touche bientôt à sa fin. Avant de se quitter, je vous propose un peu de musique. Je sais que vous êtes un amateur. Écoutons ensemble ces quelques notes de l'ensemble Pau, pays de Béarn. Après des mois d'arrêt, ces musiciens ont enfin retrouvé leur public cette semaine. Je le disais, vous êtes fan de musique et en particulier d'opéra. Est-ce que malgré ce contexte particulier, vous prenez toujours autant de plaisir à vous y rendre ? Alors c'est vrai que depuis le début de l'année, j'y suis allé très très peu et plus du tout depuis le mois de mars. Et je vais retourner très prochainement puisque je vais aller voir la Traviata à Bordeaux, pas au Grand Théâtre mais à l'Auditorium. C'est quelque part, est-ce que c'est un geste citoyen de participer, d'aller, de se rendre à ces représentations en ce moment ? En tout cas, il faut respecter là aussi les gestes barrières. Moi, je vais y aller avec mon masque, sans l'enlever, sans le toucher, en respectant bien. Le milieu de la culture a beaucoup souffert pendant. Oui, c'est vrai que le milieu de la culture a terriblement souffert, et notamment pendant la période estivale, parce qu'on le sait, c'est là qu'il y a tous les festivals que l'on connaît bien. Et qui cet été n'ont pas pu se tenir la plupart du temps. C'est vrai que le monde de la culture a beaucoup souffert. Je vois que Roselyne Bachelot a un très gros travail à effectuer en ce moment et c'est ce qu'elle fait, je pense, très bien. Aujourd'hui, on peut retourner dans les salles de spectacle, dans les cinémas, dans les théâtres, en respectant les gestes barrières, en portant son masque, en gardant une distanciation sociale. Il va falloir s'y habituer parce qu'on a une période qui va être longue jusqu'à l'arrivée du vaccin. Merci Yann Bubien de nous avoir accompagnés ce soir. Je le rappelle, vous êtes le directeur général du CHU de Bordeaux et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure, pour un nouveau numéro de 20h, le rattrapage. Passez une belle soirée et un excellent week-end sur Noah.